Donc Sportsora, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'organisation référente pour penser et influencer le développement responsable de l'économie du sport. Nous regroupons 300 membres qui sont représentatifs de l'écosystème du sport. Il y a des annonceurs, il y a des ayants droit, il y a des agences, il y a des enceintes sportives, des médias, des startups, voilà, tout un tas d'acteurs qui font le sport français et qui bénéficient donc des services, des activités que nous mettons en place chez Sportsora. On fait des événements de networking, plus de 45 par an. Il y a nos trophées qui sont les plus connus, la Garden Party, des rendez-vous débats sur des thématiques d'actualité. Il y a également donc nos membres qui travaillent dans des collèges et commissions pour réfléchir à l'avenir du sport français. Il y a également les services que nous mettons en place. Ce sont des études, des décryptages, des guides que nous publions. Et également, nos membres bénéficient de l'activité d'influence que nous opérons auprès des pouvoirs publics pour défendre les intérêts de nos membres. Donc, dans le cadre de ce partenariat avec BPI France, on a l'occasion et la chance d'avoir 3 temps de parole cet après-midi à l'Arena. Et le deuxième temps de parole, eh bien, c'est maintenant. Et donc le thème est les nouveaux modes de consommation du sport, thème qui va être présenté par Tristan, Salma et Hugo, qui vont nous parler notamment de l'étude de la consommation des contenus sportifs chez la Gen Z, une étude qu'on a présentée il y a 1 an à Roland-Garros, et un thème qu'on a retraité pour la 2e fois de suite à Roland pendant la quinzaine la semaine dernière, qui était sur le même thème, sur l'évolution de la consommation du sport chez les jeunes et les moins jeunes. Donc voilà, je vous présente Tristan, Hugo et Salma qui prendront la parole sur cette thématique. Bienvenue. Bonjour à tous. Donc nous allons pouvoir commencer et donc on va vous présenter la consommation des contenus sportifs de la Gen Z. Et pour donner un petit point de contexte sur l'organisation de cette étude, il nous paraissait important, nous, chez Avasplay, d'essayer de travailler cette notion de communauté, de comprendre qu'aujourd'hui, il est difficile d'arriver à réunir tout type de public. Les personnes se réunissent en fonction des centres d'intérêt, et pour arriver au mieux à les comprendre, il fallait aller les rencontrer. Donc cette étude, elle est issue à la fois d'un travail quanti, avec un panel qu'on va vous exposer juste après sur la méthodologie, et aussi sur une méthode dite Kali, avec un partenaire pour l'occasion qui s'appelait Tactics. Et donc vous verrez, au cours de cette présentation, on a mis des petits extraits de personnes qui donc font partie de cette génération qui nous intéresse aujourd'hui, la Gen Z, qui vont derrière pouvoir vous commenter un peu plus et détailler cette étude. Juste un petit point méthodologique, donc comme le disait Hugo, pour comprendre cette génération et analyser au mieux ses comportements, on leur a donné la parole. Donc d'abord, on avait fait des brainstorming en interne au sein de l'agence auprès des 15-24 ans pour voir un peu comment est-ce qu'ils interagissaient avec le sujet, prendre un peu le pouls de cette étude. Et ensuite, on a adressé donc une étude qualitative avec un partenaire Tactics qui nous a permis de nous immerger dans le quotidien de ces jeunes et de comprendre au mieux comment est-ce qu'ils interagissent avec les contenus sportifs, quelle est leur consommation, sur quelle plateforme, qu'est-ce qu'ils consomment, à quel moment, etc. Donc on a plusieurs vidéos témoignages de jeunes qui se sont exprimés sur le sujet qu'on va vous défiler au fur et à mesure de la présentation. On a interrogé 25 participants, ça s'est déroulé en 6 grandes parties, on a eu 2 semaines de terrain, et ensuite on a encore mieux cadré l'étude avec une étude quantitative, et cette fois-ci donc on a travaillé avec Kantar Profiles pour interroger 1001 participants qui sont représentatifs de la Gen Z, cette fois-ci intéressés sport. Donc cette fois-ci sur cet échantillon-là, c'est vraiment des Gen Z qui sont intéressés par le sport, via un questionnaire donc, qui a duré 10 minutes avec 25 questions et qui a duré 10 jours. On parle depuis tout à l'heure de la génération Z. Vous la connaissez, j'imagine, toutes et tous. On en parle beaucoup dans les médias, dans les études, dans la presse, spécialisée ou non. Ça nous paraissait quand même important de reposer les bases de qu'est-ce que la Gen Z, même si ce mot est un petit peu galvaudé. On va donc prendre dans cette étude toutes les populations âgées de 15 à 24 ans, donc réparties comme la sorte sur la gauche. Et en tout, en France, ça fait 8,2 millions d'individus. Et c'est aussi là la difficulté, c'est qu'on voit beaucoup d'articles, de presse, de contenus qui disent comprendre ou savoir adresser la Gen Z. En vérité, personne ne sait adresser 8,2 millions de personnes, à moins que ce soit des communautés, à moins qu'ils soient rassemblés sur des points d'intérêt. Et donc l'idée, c'est de trouver ces connecteurs entre ces individus pour savoir au mieux leur parler.
quelques points communs quand même, malgré tout, même si c'est 8,2 millions de personnes très différentes. Qu'est-ce qui rassemble les 4 leviers, j'allais dire, qui rassemblent cette génération Z? Le premier, c'est que c'est une génération sociale native qui a donc grandi avec le Web 2 à une ère où, quand on ouvre un ordinateur ou son téléphone, tout de suite, on a accès à beaucoup de contenu, beaucoup d'informations. Tout à chacun peut créer aujourd'hui une page de contenu, peut commenter, peut liker, et donc forcément, dans la construction de cette génération, dans sa culture, ça change ses usages. La deuxième partie, c'est que forcément, et les années passant, on passe de plus en plus de temps sur le digital. Ça revêt une importance primordiale aujourd'hui, puisqu'on y passe 4, 5, 6 heures par jour, et forcé de constater que forcément, on a une identité numérique, on a envie d'avoir une bonne interaction avec les autres, on a envie d'avoir une image qui nous plaît, et c'est ça qui, derrière, vient expliquer typiquement des logiques d'achat de skins sur les jeux vidéo, puisqu'on y passe autant de temps. Et donc ça, c'est forcément un point à prendre en compte sur cette génération. Enfin, je vous parlais tout à l'heure d'individualité, c'est 8,2 millions d'individualités, mais qui se rejoignent autour de communautés. Et ça va être tout l'enjeu de cette présentation, de vous parler de ces communautés qui naissent et différentes typologies de consommateurs des contenus sportifs. Et enfin, c'est une génération influente, si influente qu'on est là aujourd'hui pour vous en parler, et que, on le sait, ces populations jeunes ont des usages et une tendance à beaucoup interagir sur les contenus et du coup drive beaucoup d'intérêt à ce sujet. Pour essayer de cristalliser cette différence de consommation de la part de ces 15-24 ans, on a voulu ici commencer cette étude en parlant d'un sport emblématique, le football, puisque c'est presque un cas d'école. C'est le sport le plus regardé, le plus consommé, c'est le sport le plus pratiqué. Et pourtant, quand on voit de plus en plus d'études ces dernières années qui montrent un désintérêt grandissant de la part des jeunes vis-à-vis du football, problématique, puisque le football, c'est quand même super. Maintenant, c'est des chiffres qui sont basés sur, j'allais dire, les événements populaires et classiques qu'on peut voir quand on allume la télévision. Le football, aujourd'hui, est protéiforme. Il a de nombreux contenus, de nouvelles manières de se raconter. Et on le voit, il y a des formats qui plaisent particulièrement auprès de cette génération-là. On l'a vu récemment avec la dernière Coupe du Monde au Qatar. On pensait que les populations jeunes allaient majoritairement boycotter l'événement puisque plus engagés que la moyenne des Français. Et pourtant, quand on regarde les pourcentages de part d'audience, on voit que c'était plus qu'espéré, puisque c'est plus de 4% de part d'audience chez les 15-24 ans. Ça, c'est pour les main events, des rendez-vous culturels majeurs de société, mais il y a aussi des événements plus petits, et encore que, ça grossit. Et je vais laisser Tristan vous en parler. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer ma petite présentation par une question. Est-ce que parmi vous, vous avez... Il y a des personnes qui ont entendu parler de la Kings League? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ouais, donc ça fait bien 2/3, peut-être 3/4 de la salle. La Kings League, c'est assez symptomatique de ce qui est en train de se passer là, depuis quelques années. On a déjà vu en fait des gens qui gèrent des communautés petit à petit monter des clubs de sport. Je pense dans le foot à Vince Sky qui avait monté son club de foot. Des compétitions, des événements un peu compétitifs à l'unité. Donc que ce soit le GP Explorer de Squeezie, que ce soit le 11 All-Star de Amine. Et là, on commence à aller encore plus loin avec des circuits compétitifs portés par des gens qui ont une audience, qui ont une communauté qui les suit, être en train de se développer. Donc la Kings League, pour rappeler très brièvement, c'est une ligue de football qui a été créée par Gérard Piqué en Espagne, donc l'ancienne star de football espagnole et barcelonaise. Il a monté ce circuit et ce qui est intéressant avec la Kings League, c'est que vu que c'est une initiative privée, ils n'ont aucune restriction sur les règles, sur la façon d'organiser leur compétition et ils sont en train de complètement casser la façon dont on connaît le football aujourd'hui dans les circuits traditionnels. Ils s'inspirent du jeu vidéo notamment pour gamifier l'expérience. Ils réduisent le temps des matchs. Donc typiquement c'est du 7 contre 7 avec 20 minutes par mi-temps. Donc c'est beaucoup plus court et ça s'adapte plus aux nouvelles générations qui consomment plus de contenu court sur TikTok, par exemple. Il y a un côté en fait
essayer d'éviter d'avoir le plus possible de highlights, de temps forts, un peu comme en NBA par exemple, où ça va d'un côté du terrain à l'autre, là où le foot, parfois, il y a 0 but pendant un match. Donc bref, la Kings League, c'est une initiative privée qui essaie de mettre ça en place. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, on a entendu parler de la Kings World Cup, donc ça a fait beaucoup de bruit avec plein d'ex-stars du football international qui représentent leur équipe. Neymar, Rio Ferdinand, Eden Hazard, Totti. En France, il y avait Nasri, Jérémy Ménez. Et l'équipe de France entraînée par le plus gros streamer, enfin, le président, c'est le plus gros streamer qui est Amine Mathieu. Maintenant, ça a été un énorme coup marketing. On en a tous entendu parler, du coup, tout le monde connaît dans la salle. Et il y a 10 jours avant le lancement, la Kings League a annoncé une levée de fonds de 60 millions d'euros pour vraiment développer leur circuit compétitif au-delà juste de l'Espagne. Oui, certains matchs faisaient déjà de la concurrence en termes de visibilité sur Twitch. Donc là, la Kings League arrivera en France, la Kings League arriverait dans d'autres pays au fur et à mesure. Et la question en fait qu'on va être amené à se poser, c'est qu'est-ce que les gens vont regarder ? Qu'est-ce que les nouvelles générations vont regarder ? Est-ce que les nouvelles générations vont plutôt suivre des événements qui sont peut-être un peu moins compétitifs, mais beaucoup plus dans les codes du divertissement ? Donc les événements portés par des influenceurs qui suivent, des gérants de communauté. Donc on parle de la Kings League, mais il y a Domingo pareil, il y a Squeezie. Si demain Squeezie organise à sa propre fédération, son propre circuit compétitif, qu'est-ce que les gens vont regarder ? Qu'est-ce que la nouvelle génération va regarder ? Où les marques vont se positionner ? Justement, qu'est-ce qui va être sponsorisé ? Donc pour l'instant, il n'y a pas de réponse, c'est le tout début, mais on sent en fait qu'on est en train d'arriver vers presque l'ubérisation des circuits compétitifs, et ça va être très intéressant à suivre dans les années à venir. Tout à fait, sachant que le sport est le premier contenu média consommé par cette génération-là. Donc il y a 34% des 15-24 ans qui classent le sport parmi les contenus médias qui regardent le plus dans les médias. C'est une génération qui n'est pas du tout homogène, donc il y a des besoins et des attentes très différentes. Ici, Fadi ou Loan vous le dira mieux que nous, mais ils ont vraiment des attentes différentes en fonction des sports, en fonction des centres d'intérêt de chacun et de leur façon de consommer. Je ne sais pas si ça marche. Tous les temps du jeu. Donc imaginons il y a un but, et bien quand on clique, on peut cliquer sur voir les buts, et en fait ça mettra successivement tous les buts avec les 5 minutes avant, les 5 minutes après. Bon, on a dû couper la vidéo forcément parce que elle était longue. Mais ce que Fadi essaie de nous expliquer, c'est que dans son usage, il aimerait que, et presque simultanément en live, il soit possible d'avoir, à la même manière que ce que développe YouTube depuis quelques années, des pics d'audience, les endroits où cliquer, qu'on lui facilite sa consommation. Parce que Fadi n'a pas le temps de regarder tous les sports, n'a pas le temps de regarder tous les événements, tous les matchs. Et donc, il aimerait qu'on lui facilite sa consommation. Il aimerait avoir le choix d'un contenu long dans lequel il a la liberté de se balader et de choisir les courts extraits qui lui parlent. Et à l'inverse, on a Loan, 19 ans, donc encore plus jeune. Et selon, vous le verrez, je spoil un peu les slides d'après, mais généralement, plus on est jeune, plus on a envie de contenu court, versus les populations plus âgées de la Gen Z, les 22-24 ans. Mais Loan, elle, par exemple, adore écouter des podcasts dont le contenu est sportif, évidemment, pendant qu'elle fait ses tâches ménagères. Des podcasts, donc des mini-interviews de 50 minutes à peu près, entre 40 et 50 minutes, où c'est des sportifs, donc des grands sportifs la plupart du temps. Donc, l'enseignement là-dessus qu'on a essayé d'illustrer, c'est que même s'il y a des tendances, même s'il y a des synergies, on ressent vraiment une appétence de cette génération-là vis-à-vis des contenus courts et de plus en plus divertissants. En vérité, il y a toute une granularité de profils. Et donc, on a appelé cette conférence consommation de la Gen Z. En vérité, il n'y a pas une Gen Z, il y a 8,2 millions d'individus et il y a différents profils. Et parmi ces profils, on va retrouver des typologies de profils qui sont à peu près similaires que ce qu'on peut connaître sur d'autres tranches d'âge, mais qu'on a essayé de résumer de la sorte. Donc on a parlé du sportichiste. Le sportichiste, c'est quelqu'un qui est abonné à énormément de plateformes, qui est présent sur Twitter, qui a activé les petites cloches de notification pour ne louper aucune alerte des buts, des annonces et autres. Et donc ça, c'est 17% du panel interrogé. On a le Convi Live qui ne conçoit pas de vivre un événement sportif s'il n'est pas social, s'il n'est pas partagé avec ses amis dans un bar ou même à la maison.
On a le S qui, lui, a du coup une vraie appartenance communautaire à un club, à un tifo, à un maillot, et parfois même à un streamer maintenant. On a le Phanos qui, lui, a vraiment un attachement très particulier à l'incarnant. C'est ce qu'on se racontait tout à l'heure, le fait que si demain, Squeezie, avec toute son influence, est amené à créer un format, un événement, un contenu, eh bien, les gens qui le suivent vont être attachés à sa personne et vont faire l'initiative de venir et de suivre ce contenu. Et enfin, on a ce qu'on a appelé le culture gène. Parce que dans tous les gens qu'on a interrogés, même si le sport est un des contenus les plus appréciés, évidemment, c'est pas le seul. Ils sont très nombreux à aimer la musique, à aimer le voyage, à aimer les mangas, à aimer tout autre style de passion. Et donc, forcément, le sport n'est qu'une passion parmi tant d'autres. Donc voilà un petit peu la manière pour nous d'essayer d'expliquer la Gen Z, plutôt par typologie de profil, pour essayer d'adresser au mieux ces personnes-là, parce qu'on ne parle pas aux sportichistes, par exemple, de la même manière qu'aux Phanos, dans la manière de les adresser, de les contacter ou de leur faire vivre des expériences de marque. Et donc, on s'était demandé, parmi ces 5 profils, et d'une manière un peu plus macro, quelles sont les plateformes utilisées aujourd'hui par ces générations-là pour consommer du sport. Et sans surprise, du coup, c'est les réseaux sociaux qui viennent en premier, avec 69% de la Gen Z qui consomme des contenus sport sur ces plateformes-là. Mais le TV n'est pas en reste, donc le live surtout, qui vient juste en deuxième position. On remarquera ensuite qu'il y a les sites internet, les vidéos à la demande, le streaming et aussi la presse digitale. Et à chaque fois, on a essayé de faire des focus. Donc, comme le disait Hugo, c'est une génération qui est très différente et qui a des consommations différentes en fonction des âges. Donc là, typiquement, les 22-24 ans, ils consomment beaucoup plus de podcasts que le reste de cette génération-là. Ils vont plus aller vers des médias plus traditionnels, comme typiquement la radio ou la presse papier. Mais les réseaux sociaux restent quand même très privilégiés par cette génération. Donc très privilégié, mais pas non plus la plateforme phare. Il n'y a pas un écart mirobolant. C'est évidemment un endroit où on aime très facilement. C'est dans le creux de notre poche, hein, donc c'est ce qu'il y a de plus facile pour consommer du contenu sportif. Et la concurrence est très rude sur les réseaux sociaux en matière de contenu sportif. Mais ce n'est pas le seul. Maintenant, si on fait un focus par réseau social et dans les réseaux sociaux, ce qu'on se rend compte, c'est que Instagram est de loin la première plateforme avec 84%, suivi sur des contenus qu'on imagine plus longs, même si de plus en plus YouTube investit énormément pour mettre en avant les shorts. Aujourd'hui, si vous ouvrez YouTube, le premier contenu mis en avant, la première typologie de contenu mis en avant, c'est les shorts. Donc les shorts, c'est la même chose que les Reels, que le format vertical de TikTok. Derrière, on a justement du coup TikTok avec 60%, Snapchat et Twitter. Et donc, pour information, Twitch n'arrive qu'à la 7e ou 8e place, je crois. Donc, loin derrière aujourd'hui pour regarder du contenu sportif. En même temps, on le sait, le sport, via les ayants droit, ne donne pas facilement la possibilité à des personnes de pouvoir héberger ce type de contenu et de pouvoir le commenter. Et dès lors qu'on arrive quand même à créer des conditions pour diffuser du sport et le mettre en avant, et souvent on se rend compte que c'est là que c'est un vrai succès. Donc c'est une plateforme qui, je crois, va vraiment monter en puissance vis-à-vis des contenus sportifs. Et on le voit dès lors que... On parlait tout à l'heure de la force des incarnants, ici avec Squeezie qui a organisé le GP Explorer. Pour rebondir sur Twitch, ce qui est intéressant avec cette plateforme, c'est que ça permet vraiment une interaction en live entre la personne qui commente et sa communauté. Et pour ceux qui ont regardé la Kings League, vous avez pu voir que c'est pas pareil que regarder un match de foot avec des commentateurs un peu plus classiques. C'est beaucoup plus spontané, beaucoup plus naturel, ça se lâche un peu plus, voire parfois ça dit des choses qui seraient jamais acceptées en fait sur des chaînes un petit peu plus traditionnelles. C'est inspiré du gaming et c'est venu. Twitch, c'est une plateforme de base qui était utilisée par les gamers pour streamer et qui il y a quand même une certaine barrière à l'entrée. Typiquement, la Kings League, c'était juste diffusé sur Twitch et du coup, c'est un parti pris qui fait qu'il y a une partie de l'audience qui, ne connaissant pas la plateforme, va pas forcément pouvoir suivre la compétition. C'est un parti pris qui était assumé et qui là ils sont en train de mettre un petit peu d'eau dans leur vin parce que M6 a récupéré les droits pour cette compétition pour pouvoir s'ouvrir à une plus large audience, mais c'est assumé aussi d'utiliser ce nouveau canal qui touche des communautés plus engagées qui ont besoin d'interaction directe avec le créateur, le commentateur, donc très intéressant à suivre et on voit en plus de plus en plus de personnalités du monde traditionnel en quelque sorte, qui commencent à aller sur Twitch. Donc
On peut citer par exemple Samuel Etienne, qui de base vient des journaux télé et qui maintenant est presque un streamer reconnu par tous ses pairs. Donc à suivre, et la plateforme risque de monter petit à petit dans ce classement. Donc les réseaux sociaux, c'est cool, c'est globalement gratuit, c'est globalement accessible à tous les jeunes, mais est-ce qu'ils accèdent au contenu payant ? Et ben, la réponse est oui, parce que près de 40% de cette population-là ont accès à des plateformes, enfin déclarent en tout cas avoir accès aux plateformes payantes. On voit Netflix et Canal+, qui se distinguent très largement et qui sont très largement en tête, mais suivis de près quand même par Prime Video, beIN, RMC, Eurosport et les autres plateformes. 29% par contre se font payer leur abonnement. Donc ils ont accès au contenu payant, mais du coup parfois ils se font payer, mais il y a aussi d'autres alternatives. Donc là typiquement tout ce qui est liens de streaming illégaux. Donc là 60% recherchent systématiquement un lien gratuit et illégal pour regarder des contenus payants. Ils recourent à l'IPTV et ou des VPN qui leur permettent d'avoir accès à des contenus qui viennent de l'étranger. Donc ils sont 38% typiquement à avoir accès à ce VPN-là. Ils en témoignent, ils sont solidaires entre eux sur les plateformes notamment. Il y a Telegram aussi sur lesquels il y a beaucoup de diffusion de ces liens-là. Et on le sait, c'est un usage qui est vraiment grandissant. On est dans un contexte inflationniste, même si ça se calme un peu, merci. Mais on est quand même dans un contexte inflationniste. Le pouvoir d'achat, c'est une préoccupation pour tout le monde, particulièrement quand on est entre 15 et 24 ans, je pense. Et quand on veut consommer du sport, aujourd'hui, l'offre sportive, elle est éclatée. Il faut vraiment être abonné à diverses plateformes. Donc forcément, même si le streaming illégal affaiblit ces dernières années dans l'industrie du sport, dans l'industrie musicale, c'est en train de remonter. C'est un fait, et toutes les études le prouvent chaque année, c'est vraiment croissant. Maintenant, c'est pas un choix, je pense, pour la majorité d'entre eux premiers. C'est pas une volonté d'être anti-système. Et on le voit dès lors que Canal+, par exemple, avec son offre RA+, à destination des jeunes, a proposé un bouquet sportif. Les chiffres étaient absolument excellents. Ils pensaient le faire qu'une seule fois. Finalement, ils l'ont fait une deuxième fois. Donc, si on arrive à regrouper des offres et à proposer des offres de prix plus faibles pour ces générations-là, elles sont très souvent capables de mettre les euros pour avoir accès à ces contenus sportifs, parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on a envie de pouvoir allumer Netflix en un bouton, traduire, faire pause, avancer. C'est des choses que ne proposent pas les liens, c'est des choses que ne proposent pas les boîtiers IPTV, qui sont souvent un peu complexes d'usage. Et ils sont tout à fait prêts à payer pour ça. Typiquement, ils sont prêts à dépenser en moyenne 7,5 € chaque mois, contre 12 € pour ceux qui sont déjà prêts à payer et qui payent déjà leurs abonnements. Et au-delà de la diffusion de ces contenus sportifs, en fait, tout reste autour du contenu. Et là, typiquement, sur ce graphe-là, donc ici, sur l'axe désordonné, on a le pourcentage des passionnés, enfin qui se déclarent passionnés d'un des sports qui sont présents ici. Et juste ici, sur les abscisses, donc c'est le pourcentage des intéressés. Et en fait, ce qu'on remarque, par exemple, c'est que le football, donc, il se détache très largement. Donc on a un gros pourcentage d'intéressés par le foot et qui se déclarent également passionnés par ce sport-là. On a, ce qui est intriguant aussi, c'est les sports de combat type MMA qui sont vraiment attrayants et qui connaissent vraiment un fort intérêt et qui sont aussi dans la moyenne en termes de passionnés. Le tennis, paddle, gymnastique, les arts martiaux, en fait, on remarque que plus c'est un sport qui se pratique, plus la passion est grande. Donc la passion se transmet également par la pratique. Donc le tennis qu'on peut pratiquer, la gymnastique aussi qui est très haut, la danse qui est très haut, mais qui n'ont pas forcément un fort pourcentage d'intéressés. Et les sports de combat type MMA, en fait, c'est l'aspect spectaculaire, c'est la force des incarnants, c'est tous les contenus qui sont produits autour et qui poussent en avant ce sport, qui fait que il connaît un attrait grandissant. Il y a beaucoup d'intéressés et de plus en plus de passionnés par ce sport. Quand on a présenté cette étude à la Fédération française de tennis il y a 1 an, c'était pas hyper simple pour nous de leur montrer le niveau d'intéressés en pourcentage qui est très faible. Le tennis aujourd'hui en France fait, et particulièrement dans ce contexte, on est en plein Roland-Garros, fait beaucoup de bruit de manière globale. On a 2 très beaux tournois
et plein d'autres, j'allais dire plus petits et moyens tournois qui sont organisés à Paris et en France. Et donc, c'était pas simple pour nous d'arriver à leur annoncer ça, mais la force quand même du tennis, et faut le prendre en compte, s'il y a peu d'intéressés en nombre, on a une communauté qui est extrêmement engagée. Et c'est ça l'intérêt de ce graphique, c'est d'arriver à remarquer les sports qui sont populaires en audience, mais qui ont parfois assez peu d'engagement. On voit le fitness, le yoga, la boxe, le basketball. C'est des sports qui sont massivement consommés, mais des communautés un peu moins engagées en nombre. Et alors, quand on regarde le tennis, le paddle ou même la gymnastique dont on se parlait juste avant avec Salma, on a été très étonnés de retrouver la gymnastique à ce niveau-là. Et en effet, les communautés autour de la gymnastique sont très très engagées sur les réseaux sociaux. Et donc, dès lors qu'on arrive à travailler des logiques d'engagement ou de diffusion, eh ben, on peut faire accroître la notoriété et l'engagement autour de ces sports. Bien qu'on vous ait parlé de ces sports-là, on a voulu faire un focus sur les contenus. On s'attendait un petit peu naïvement à voir des choses émerger un peu plus haut. Et en fait, en finalité, ça reste, j'allais dire, assez classique à ce qui était déjà proposé avant et ce que les précédentes études pouvaient déjà montrer d'une manière plus macro et pas que sur Focus Gen Z. Donc le premier contenu attendu, c'est l'actualité sportive. On veut avoir de l'information, on veut connaître l'actualité sportive. En deux, c'est les highlights, les actions de jeu, qui remontent évidemment vachement dans les algorithmes, parce que tout de suite ça engage, que ce soit une faute, une action magnifique ou autre. Ensuite, on a cet aspect social très important, divertissant, qui vient créer une émulsion, qui vient mettre de l'ambiance, et donc l'ambiance d'une rencontre. Et après, on peut descendre, mais les photos, vidéos, montage humoristique en 4e, les interviews, les coulisses, les jeux concours. Et l'extra sportif n'arrive qu'à la 6e position. Et dès lors qu'on essaye non plus de se dire on va parler à la Gen Z et donc à une tranche d'âge, mais qu'on va rentrer dans une typologie de fans, de communauté, eh ben, on se rend compte qu'il y a des disparités assez importantes. Forcément, le sportichiste sur l'actualité, les actions de jeu et même les interviews surperforment assez largement. Donc quand on a un indice de 124, ça veut dire qu'il est 20% plus engagé que la moyenne de ses confrères. Et enfin, le profil comme le Fanos, très attaché aux incarnants. On se parlait tout à l'heure, donc je reprends l'exemple, mais si demain Squeezie organise un événement, eh ben, les personnes qui suivent uniquement Squeezie parce qu'il est Squeezie, eux vont être très attachés aux photos, au montage du touristique, à l'ambiance d'une rencontre, à la mise en situation avec des athlètes, et donc qui sont vraiment des typologies de contenu tout à fait différentes. Et donc la force des incarnants, aujourd'hui, c'est ce qui permet de créer des compétitions, c'est ce qui permet de faire des contenus qui font des dizaines et des dizaines de millions de vues. Et donc, on a essayé de savoir qu'est-ce qui vous plaît à vous chez les incarnants. La première chose qui revient, c'est son dynamisme ou sa façon de dynamiser le contenu. Et seulement en 3e, son expertise. Ça explique pourquoi autant de personnes provenant du divertissement et passionnées peuvent avoir la légitimité de se mettre devant une caméra, de pouvoir interagir avec la communauté qu'ils connaissent et qu'ils entretiennent, et d'arriver à créer un contenu qui marche et qui plaît. Aujourd'hui, c'est pas d'avoir le meilleur joueur de tennis qui vient nous expliquer comment ça se passe à Roland-Garros. Ce qu'on veut, c'est un bon animateur, quelqu'un qui sache interagir et qui sache faire vendre ce sport. Et donc, on vous a proposé plusieurs exemples. Thierry Henry sur Prime a été l'une des personnalités, à mon avis un très bon choix de la part de Prime Video, pour arriver à convertir une audience vers une plateforme payante, parce qu'on a quelqu'un qui a des punchlines, on a quelqu'un qui assure à la caméra, qui fait des blagues, et tout de suite ça a été très très apprécié sur les réseaux sociaux d'année en année. Et on a encore une initiative qui s'organise demain soir à Roland-Garros, qui est le Wildcard Battle. Si tu veux... Ouais, du coup c'est une initiative qui est organisée par Domingo et qui va permettre à 8 personnes de s'affronter sur le cours Suzanne Lenglen. Dans l'initiative, il y a des tennisman et des personnalités du monde du tennis. Donc typiquement Alizé Cornet qui vient aussi d'annoncer sa retraite. Il y a eu 3000 personnes qui ont souhaité participer, il y en a eu 8 qui ont été retenues. Tout ça sera diffusé sur Twitch et ça va permettre aussi une levée de fonds. Donc il y a aussi des vocations associatives derrière. Et ça, c'est aussi des choses qui sont très intéressantes parce qu'on pense aussi par exemple au Z-Event avec Zerator qui réunit plein de personnalités. Alors là, c'est de l'e-sport, c'est pas du sport. Mais il y a régulièrement aussi des vocations associatives permises aussi grâce à ces nouvelles plateformes comme Twitch, la façon de pouvoir sub en live
donc faire des dons en live à ce type de plateforme. Donc très intéressant. Un autre exemple peut-être que vous aviez suivi, mais il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, il y avait eu un Domingo et le YouTuber Willou qui avaient pu commenter Barcelone-Manchester United sur Twitch. Donc ils avaient eu les droits d'RMC Sport pour diffuser en live sur la plateforme de Domingo, je crois, le match. C'était assez intéressant parce que c'était des gens qui n'étaient pas du tout habitués au métier, mais qui pouvaient réagir en temps réel avec les spectateurs. Ils pouvaient parfois rectifier un petit peu quand ils étaient trop à fond, ça c'était assez intéressant. Et ça avait fait un carton en termes de vues. Donc ça avait permis aussi peut-être d'être le début en fait du funnel pour permettre à ces marques d'attirer de nouveaux viewers payants, enfin RMC Sport. Donc voilà, les incarnants sont très importants et génèrent énormément de vues, quoi. Donc c'est pas étonnant qu'on en voit de plus en plus représenter en fait tous ces événements. Et ça, ce cross entre le milieu traditionnel et le milieu plutôt natif d'Internet, il a commencé il y a déjà quelques années, il s'intensifie, il se mélange. Aujourd'hui, rares sont les gens qui peuvent commencer sur Twitch ou YouTube comme Squeezie ou d'autres l'ont fait à l'époque, c'est-à-dire juste avec une petite caméra. Aujourd'hui, ça demande des niveaux de production de plus en plus importants. Squeezie, c'est la télé, qu'on se le dise, et tous les autres très gros créateurs de contenu aussi. Et donc, forcément, il y a des passes de plus en plus fréquentes entre ces deux mondes, et on le sent aujourd'hui, les publics, les communautés sont vraiment prêtes à prendre le meilleur des deux mondes, si tant est que le contenu y gagne. Petite vidéo présentation du coup de l'événement de la Wildcard Battle avec Domingo et la BNP Paribas de demain soir. Clément, c'est bon, j'ai tout le monde. On va faire un gros live. Étoile, Inès Vandamme, Jules Marie. Je les amène tous à Roland Garros et comme à l'époque, on va faire un double. Jules Marie et moi contre Inès et Rayou. Donc 2 amateurs, dont un qui a le diabète, contre toi et Jules Marie qui est joueur pro. C'est pas fou quand même, frérot. Oh, si, je sais. Je sais ce qu'on va faire. Les 4 là, on devient capitaine et on va sélectionner 2 poulains chacun dans nos communautés. Un homme et une femme. On va leur permettre de jouer à Roland Garros. On va faire ça le 6 juin avec We Are Tennis. Avec du public sur place, doigts qui haussent et on les fait jouer sur le Suzanne Lenglen. Je vais vite. Donc depuis tout à l'heure, on se parle de contenu, on se parle de réinvention, on se parle d'innovation. Pourquoi ? Parce que, et là, quels que soient les membres de cette génération, quelles que soient même les typologies de profil, on est sur des jeunes qui veulent découvrir de nouveaux contenus. On connaît les contenus classiques et ils aiment ça profondément. On se rend compte que le sport brut est de loin la thématique de contenu la plus appréciée. On se rend compte quand on a la Coupe du Monde de rugby ou la Coupe du Monde de football au Qatar que les jeunes sont au rendez-vous pour les mass events classiques. Mais dès lors qu'on se parle d'une consommation quotidienne, on a envie de découvrir de nouveaux contenus et donc c'est une génération avide de découverte. Qu'est-ce qu'elle souhaite avoir ? En premier lieu, avoir accès à des contenus exclusifs. C'est aussi ce qui permet l'essor de la plateforme Twitch, c'est cette logique d'abonnement, cette logique d'engagement où on est attaché à une personne, à une communauté, on la soutient et donc on a accès à cette typologie de contenu-là. C'est de découvrir des sports méconnus. Alors là, j'ai sorti 2 exemples qui sont loin d'être des sports, mais je trouvais un parallèle assez intéressant, le fait d'avoir encore cette mécanique d'incarnant avec le duo McFly et Carlito. Ils ont réalisé 3-4 vidéos au cours des 2 dernières années où ils vont essayer de se rapprocher de sportifs et d'athlètes d'exception, de sports méconnus, et d'essayer de faire un zoom sur leur pratique. Donc encore une manière d'allier divertissement et pratique sportive, ici avec les claquettes et la natation synchronisée. Autre innovation aussi, c'est ce qu'a pu faire la fédération de Formule 1 avec la création des courses sprint il y a maintenant 4 ans, je crois.
il continue. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un retour positif, ça vient dynamiser un contenu sportif, mécanique auto, pardon, mais sportif quand même, parfois ennuyeux, qu'on se le dise, parce que 70 tours sans doublement, ça peut être un peu agaçant à la fin. Et donc d'avoir ces moments-là, forcément, ça crée beaucoup plus de challenge et de divertissement, et donc ça plaît à ces générations-là. Et après, Kings League, on en a déjà parlé tout à l'heure. On s'approche de la fin de cette étude et on voulait vous passer 3 dernières vidéos issues de justement l'étude qualitative avec une parole du sportifiste Robin. Oui, la sonorisation des arbitres, et pas qu'en foot d'ailleurs, alors au rugby ça se fait, mais je trouve que ça serait une très bonne idée de généraliser ça. On est, pardon, j'ai oublié de contextualiser la slide, mais on est sur les propositions, puisqu'on leur a posé à chacun la question, qu'est-ce que tu aimerais comme typologie de contenu demain, que ce soit du côté des ayants droit, du côté des diffuseurs, du côté des créateurs, des plateformes, peu importe, quelle innovation te permettrait de trouver plus d'intérêt dans le sport qu'aujourd'hui. Et donc, Robin nous parlait du coup de la sonorisation des arbitres, qui existe déjà dans certains sports, qui est en train de se répandre de plus en plus, mais on revient à ces contenus exclusifs dont on se parlait tout à l'heure, ces paroles qui se passent sur le terrain entre un arbitre et un joueur, c'est des choses qui plaisent beaucoup à ces générations-là, puisque c'est un contenu auquel ils n'ont pour la plupart pas accès aujourd'hui. Là, je vais vous passer la vidéo de Tristan. Tristan, il est un peu c'est le Convi Live. Lui, il est un peu le cliché pour certains. En tout cas, je pense que vous pouvez avoir cette image-là d'une certaine typologie de la Gen Z, c'est-à-dire de l'interaction, du divertissement avant tout, quitte à oblitérer le contenu pur sportif brut. C'est-à-dire par exemple en plein match de foot, on fait des pronostics, on peut, il y a des interactions, je sais pas, il y a une roue qui apparaît, on peut la tourner, on peut gagner des choses, un aspect collaboratif aussi, enfin je sais pas, qui a un peu plus de fun qui soit apporté. Et quelque part, ça nous rapproche quand même de l'expérience gamifiée de la Kings League qui, à cette époque, commençait tout juste à apparaître. Dans un combat de MMA, imaginons, eh bien, si un takedown... Non, il y a d'ailleurs un souci sur cette vidéo, mais c'était la même parole de Fadi au niveau de son souhait de pouvoir avoir accès à ces highlights. Pour finir cette présentation, on a créé avec Sportsora ce Consumer Journey. Alors, il va un peu vite. Si vous voulez qu'on le repasse en deuxième temps, on pourra, mais qui essaye du coup de faire vraiment un parcours de cette Gen Z du matin jusqu'au soir. À quel moment ils sont en interaction avec ces contenus sportifs et comment ils les consomment. Vous voulez que je la repasse pas? Non, c'est bon. Et on arrive du coup sur cette dernière slide avec les key learnings de cette étude qui était, donc on a volontairement raccourci pour l'occasion, pour aujourd'hui. Et ce qu'on aimerait transmettre à la fin de cette présentation, c'est ces 5 points. Le premier, c'est qu'on parle de Gen Z, mais on se parle de typologie de profil, de typologie d'engagement. Et donc, il faut, demain, quand on veut créer un contenu, quand on veut adresser, quand on veut les toucher, quand on veut leur parler, il faut pouvoir identifier le profil parmi cette cible-là à qui on souhaite parler. Ce sera bien plus pertinent. Le sport brut reste toujours le premier type de contenu qui est consommé et qui est recherché par ces jeunes-là. Mais comme on a une typologie de profils, des profils qui sont très différents, il ne faut pas oublier du coup de répondre à cette soif de découverte qu'ils ont, à ces interactions qu'ils recherchent et des contenus qui vont être encore plus diversifiés.
il n'y a pas de recette magique pour arriver à les toucher. On se rend compte qu'ils sont partout, sur toutes les plateformes, du matin au soir. Et donc, dès lors qu'on a un contenu brut, il faut savoir l'optimiser, il faut savoir l'adapter pour pouvoir le narrer, le proposer sur toutes les plateformes. C'est comme ça qu'on pourra multiplier la puissance du contenu et donc des communautés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui consomment YouTube au format allongé, des gens qui consomment YouTube au format debout, pour prendre que cette plateforme. Si on n'adapte pas le contenu dans ces deux formats-là, on va toucher ces deux audiences totalement différentes, qui parfois dans la journée peuvent s'entrecouper, mais c'est deux usages différents et donc deux typologies de contenus différentes. On garde en tête quand même que c'est une génération qui a toujours eu l'occasion de s'exprimer, qui a toujours été sur toutes les plateformes et qui a besoin d'être écoutée. Donc on va essayer de créer et de générer ce sentiment d'appartenance-là et de le maintenir, de fédérer toute cette communauté-là autour de contenus qui vont être interactifs, mais aussi avec la force des incarnants, qui vont être plus porteurs de sens pour eux, qui vont plus se rapprocher de leur centre d'intérêt, qui vont mieux leur parler. Et enfin, le dernier point, c'est de continuer à démontrer la valeur de l'abonnement payant. On est vraiment convaincu qu'on vit dans une ère où tous les contenus sont peu ou prou gratuits. Ça plaît, c'est très agréable d'avoir autant de choses et de qualité parfois au bout du pouce. Mais dès lors qu'on nous propose une plateforme de qualité qui répond aux besoins et à un prix suffisamment attractif pour ces populations-là qui n'ont pas un pouvoir d'achat très élevé, ils sont tous ou presque prêts à prendre un abonnement. Donc, et Canal+, avec son offre A+, pour me répéter avec tout à l'heure, l'a tout à fait démontré récemment. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Donc vous pouvez télécharger cette étude sur le site Sportsora. Si vous êtes membre, vous l'aurez en entier. Si vous n'êtes pas membre, eh bien devenez-le déjà. Ou il y a une version réduite qui est disponible sur le site. Donc je vous invite à le consulter. Et merci beaucoup à vous pour ce moment très intéressant. Et donc on va prendre une petite pause de 5-10 minutes et on enchaînera sur le troisième temps fort, sur le fan engagement et les nouvelles technologies, avec Doors, le Fizz et Hurricane, et Geoffrey Dugnac, notre administrateur Sportsora. A tout de suite.